Qu'est-ce qui lui arrive à la 2? Il faut faire chauffer l'appareil ou... Il y a effectivement des faits relativement graves qui effectivement justifieraient, à mon avis, qu'il y ait des enquêtes qui soient organisées. Alors, d'abord, des enquêtes parlementaires. Je vous rappelle que lorsqu'il y a eu la pandémie du virus H1N1 en 2009, on a eu droit à 2 rapports parlementaires, un du Sénat et un de l'Assemblée. Et là, ce qui est surprenant, c'est qu'on sort d'un épisode pandémique. Quoi qu'on en dise, on est quand même plutôt vers la fin de la pandémie. Il n'y a absolument aucune commission parlementaire qui se réunit. Et là, je trouve qu'il y a une franche anomalie, puisque on va dire, la magnitude de la pandémie 2019 a été quand même bien plus forte que celle de 2009, et on va dire qu'il y a quand même globalement un silence radio sur les médias, à part de mettre le masque dans les transports en public, il n'y a pas de retour d'expérience, si vous voulez. Et ça, c'est quand même une difficulté. Après, je pense qu'effectivement, vu la gravité des éléments frauduleux, de fraude scientifique, on va dire fraude scientifique éventuelle, puisque il faut qu'il y ait un jugement qui dise que cette fraude soit effective. Il est vraisemblable que certain nombre d'affaires relèvent effectivement du tribunal administratif, voire du pénal, et pour que, en fait, on puisse rétablir une forme de vérité, et cette vérité, en fait, étant, je dirais, le fondement de la confiance qu'on peut avoir dans les institutions. Moi, je reste toujours en cette idée que, en tant que fonctionnaire d'exercice, le problème, la question de la confiance du public envers son administration est un élément central. Et il faut qu'effectivement la vérité soit dite sur ces influences. Alors, vous parlez de faits effectivement éventuellement frauduleux. Le livre aborde la question, mais pas, je dirais, pas franchement sous cet angle-là. Il essaye d'être un peu pédagogique. En tout cas, je m'y suis efforcé pour identifier les différentes formes d'influence qui se sont exercées sur la décision publique. Donc, c'est la première partie de mon livre, où on a en fait un peu une liste, de ces influenceurs. Alors évidemment, l'industrie pharmaceutique. L'intégrité de la décision publique, c'est ce à quoi il faut aspirer. Il faut aspirer, non, mais il faut arriver concrètement. L'intégrité de la décision publique, elle est justement, elle est garantie par un corps de fonctionnaires. Les fonctionnaires, alors on va passer à autre chose par rapport aux influenceurs, mais je reviens à mon rôle de fonctionnaire. Les fonctionnaires ne sont pas des salariés de droit public. Ils ne reçoivent pas un salaire pour le travail qu'ils fournissent. Ils reçoivent un traitement qui n'est pas directement lié à l'activité qu'ils exercent, mais qui est en fait lié à un statut. Et ce statut, il n'est pas fait pour le confort du fonctionnaire, il est fait pour que les intérêts du public puissent être garantis, quelles que soient finalement les dérives auxquelles, on va dire, le fonctionnaire pourrait être exposé. On peut avoir cette représentation d'un corps de fonctionnaires qui est un peu le garant de l'intégrité de la décision publique, qui travaille aussi la façon dont les décisions sont prises pour qu'elles restent cohérentes avec le projet démocratique de notre société, et puis ensuite qu'effectivement elles soient immunisées ou protégées de certaines influences qu'on peut se représenter comme extérieures par rapport à un corps, on va dire, un corps décisionnaire finalement, qui est, lui, on va dire, dans son rôle de défenseur de l'intérêt général. On va dire c'est la situation un peu théorique en quelque sorte. C'est pas ce qui se passe dans le réel, et ça effectivement c'est quelque chose d'un peu nouveau, enfin ça a quelques décennies, ça a une trentaine d'années, mais effectivement, dans mon livre, je parle plutôt de capture de la décision publique, puisque en fait, on a des personnes qui sont en situation de décider pour le public, mais qui en réalité travaillent pour des intérêts particuliers. Et donc là, en fait, on a en fait
une colonisation, en quelque sorte, de l'appareillage, on va dire, étatique par des intérêts particuliers. Puis, il y a effectivement, on peut voir aussi des choses d'une façon un peu plus grave, à savoir que il y a des commanditaires masqués et que finalement, la reddition des comptes ne se fait pas tant auprès de l'électeur ou du public, mais davantage, justement, à des donneurs d'ordre qui ne sont pas identifiés. Et là, effectivement, on sort un peu du jeu démocratique, on en sort complètement, et ça m'évoque un peu la notion de désinstitutionnalisation qui a été évoquée par une sociologue qui s'appelle Anna Konan-Lebedev pour évoquer en fait des sociétés qui ne sont pas les nôtres, qui décrit en l'occurrence les sociétés post-soviétiques et notamment la Russie, où finalement les institutions ne sont que des paravents, où, disons, des décisions sont prises de façon totalement opaque pour le public et pour des intérêts qui ne sont jamais identifiés. Donc en fait, les institutions, au lieu d'être au service de la population, deviennent des paravents pour, finalement, des groupes, des oligarchies ou des kleptocraties en fait, qui arbitrent pour leur propre compte. Alors, je ne dirais pas que nous en sommes là aujourd'hui en France, mais il faut voir la direction que l'on prend si on accepte finalement que des intérêts particuliers président au grand choix collectif, et en particulier, pour peut-être en revenir à la pandémie, lorsqu'il y a un péril qui est identifié, en l'occurrence une pandémie, qui justifie en fait un état d'exception par rapport au régime démocratique. Donc on a inventé pour l'occasion cet état d'urgence sanitaire qui n'existait pas avant cette pandémie, et où là, toutes les règles de la décision, de la délibération démocratique ont été abolies. Alors, j'en veux pour preuve, évidemment, le Conseil de défense, où effectivement, on a un président de la République qui décide seul, en invitant qui il veut, sur des critères qu'il ne rend pas publics, et si un jour on sait ce qui s'est passé dans ce Conseil de défense, ce sera peut-être dans 50 ans pour les historiens. Mais en l'occurrence, aujourd'hui, on ne sait rien. Le Conseil scientifique est un autre exemple. Il s'est constitué en ignorant totalement la charte de l'expertise, qui en fait organise un petit peu la consultation des experts en général et en situation de crise. Et donc là, effectivement, on a un monsieur Delfrécy qui organise son club, sur lequel on met une étiquette conseil scientifique. Justement, où est le rôle du conseil scientifique dans la loi? Il n'y en a pas. Le conseil scientifique n'a pas d'existence légale. Et puis, ce qui est encore plus ennuyeux, c'est que derrière le conseil scientifique, il y avait un consortium qui était en fait un consortium industriel, qui s'appelait le consortium Reacting, où les intérêts privés étaient tout à fait, je dirais, présents, en l'occurrence les intérêts du laboratoire Gilead. Et en lieu et place d'une stratégie nationale de lutte contre la pandémie, on a eu droit en fait à un essai thérapeutique en population générale pour justifier l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament qui était en l'occurrence le remdesivir, qui finalement, même je dirais dans cet état, je dirais exceptionnel de mise à l'essai thérapeutique, a dû être abandonné parce qu'il était tellement mauvais et toxique qu'on ne pouvait pas raisonnablement le garder. Mais entre-temps, le médicament a été acheté par les autorités européennes, et finalement, la Direction générale de la santé a été quasiment en état de devoir distribuer les stocks. Ce qui est totalement anormal, c'est qu'on dise à la population qu'on va prendre des mesures pour soigner la population, enfin pour limiter la nocivité de l'épidémie, et qu'en réalité on fait autre chose. On organise un essai thérapeutique
pour obtenir une autorisation sur le marché d'un médicament. Le thérapeutique est nécessaire pour pouvoir commercialiser son produit. Bon, donc là, en l'occurrence, il ne l'a pas eu, mais même s'il ne l'a pas eu, il a quand même réussi à le vendre. Il a quand même obtenu 1 milliard des autorités européennes pour son médicament. Il y a eu des patients qui ont reçu du remdesivir, et effectivement, ils ne s'en sont pas mieux portés. Bon. Donc ça, c'était un exemple, si vous voulez, de décision publique qui n'était pas une décision publique, qui était une décision, en fait, qui poursuivait un intérêt industriel. Bon. Il y a d'autres exemples qu'on peut prendre. Alors, évidemment, mais là, je n'en parle pas énormément dans le livre, mais c'est l'influence que peut avoir maintenant les philanthrocapitalistes au sein de l'OMS, qui, en fait, sous couvert, en fait, de bienfaisance, ont en fait un agenda industriel parfaitement identifié et parviennent finalement, par le niveau de financement qu'ils accordent à l'OMS, à capturer en fait une influence déterminante, puisqu'en réalité, depuis que l'OMS chante les vertus du vaccin, elle en oublie de faire ce qu'elle faisait traditionnellement, c'est-à-dire s'occuper de la santé communautaire, travailler à la prévention, à la promotion de la santé. Le fait, par exemple, que l'OMS maintenant considère que le vaccin est l'arme fatale contre les pandémies, ce qu'elle n'a jamais été auparavant. C'est quelque chose qui, effectivement, n'est pas totalement lié, en fait, à l'état de la science, mais par contre, qui est lié à des objectifs industriels. Et donc, effectivement, quelque part, il y a un peu le feu, à savoir que la santé des populations...